Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Otaku. Je m'appelle Amé et je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec chaque semaine. Alors accrochez-vous parce que la pile est aussi grande que moi aujourd'hui. Je sais pas si vous... j'ai reçu une palette de nouveautés. Je sais pas si vous voyez ce que c'est une palette, je pense que oui. Imagine-toi quand tu reçois une palette avec juste des nouveautés manga dessus. Fait que là c'est comme Noël puis c'est comme oh mon dieu, c'est tellement énorme. Fait que c'était Noël la semaine dernière et voici le fruit de notre Noël que je vais vous présenter aujourd'hui, puis il y en a encore beaucoup qui s'en viennent pour la semaine prochaine. Alors c'est parti, je commence avec un titre très attendu, il s'agit du webtoon Solo Leveling, enfin en version anglophone, francophone, puisqu'on a vu la version anglophone il y a quelques temps. Tome 1 et tome 2 sont sortis en même temps et bien, ça tient ses promesses finalement. Donc si vous aimez les webtoons coréens, vous allez probablement aimer Solo Leveling. Je suis à peu près sûre que vous en avez déjà entendu parler. Alors, comme la plupart des webtoons, c'est tout en couleur, avec une disposition de cases qui parfois peut pêcher un petit peu puisque évidemment c'est pas fait à la base pour être des adaptations en manga papier avec la contrainte du format du livre. Alors on est dans un monde où, dans notre monde, mais dans lequel il y a eu des portails qui soudain sont apparus sur Terre. Et de ces portails, on peut entrer dans des mondes imaginaires qui seraient un peu comme des donjons, qui fonctionnent un peu sur le mode d'un jeu vidéo où il faut battre le boss pour en sortir. Le truc c'est que si on ne bat pas le boss, on n'est pas capable de refermer ces donjons et au bout de 7 jours, les monstres qui sont à l'intérieur peuvent eux-mêmes passer dans le monde des humains. Alors, il faut évidemment y remédier très vite et donc on a mis sur pied des équipes qu'on appelle des chasseurs qui sont appelés à chaque fois qu'un portail s'ouvre afin d'y rentrer puis de fermer le donjon tout simplement, de battre le boss, etc. Et notre héros, c'est un chasseur, mais c'est le plus faible chasseur que l'humanité ait jamais vu. Il revient de ses missions, puis il est estropié, sanguignolant, bref, à chaque fois il frôle la mort, mais il a besoin de cet argent pour vivre, pour s'occuper de sa mère qui est à l'hôpital, fait qu'il continue. Mais il progresse pas vraiment. Puis un jour il va accepter une nouvelle mission et c'est une mission relativement facile, tout se passe relativement bien et à la fin de la mission, quand ils ont battu le boss, au lieu d'être capable de fermer le donjon puis de revenir dans leur monde, il y a une autre porte qui va s'ouvrir vers une autre partie du donjon. Ils vont découvrir qu'ils sont dans ce qu'on appelle un donjon double, qui est un phénomène qui est extrêmement rare, où on a un deuxième donjon qu'on doit faire après le premier. Le problème c'est que on ne sait pas à quel niveau sera ce deuxième donjon. Et ils vont se retrouver dans un donjon qui est extrêmement difficile, puis ça va être une tuerie totale. À partir de là, notre héros va se révéler, surtout par ses qualités psychologiques, en fait son analyse, il va être capable de résoudre les énigmes et tout ça pour aider certains à sortir de ce donjon là, mais en fait il y en a très peu qui vont ressortir parce que ça va être un gros massacre. Puis finalement c'est une fois ressorti du donjon qu'il va avoir un espèce de changement dans son corps et qui va s'apercevoir que ses pouvoirs n'ont pas augmenté, mais il y a quelque chose qui a fait en sorte qu'il n'est plus lui-même. Alors je vous en dirai pas plus, c'est déjà un beau résumé du tome 1 et c'est plein d'actions, plein de scènes, c'est ça, style vraiment jeu vidéo, fantasy, RPG, ça bouge énormément, fait que ouais, on a vraiment envie, en fait on est dans le donjon puis on a vraiment envie de savoir comment est-ce qu'ils vont réussir à résoudre les énigmes, donc très chouette. Donc c'est Solo Leveling. Tour 1 et 2 bien sûr. Je continue avec une promotion, vous savez que j'en ai quelques fois des promotions avec des packs, un tome acheté, un tome gratuit. Alors c'est le cas aujourd'hui de Murciélago, tiens je vais vous le mettre comme ça vous allez pouvoir lire le titre, non c'est dans l'autre sens, comme ça, voilà Murciélago. Donc vous avez le tome 1 et le tome 2 à l'intérieur, attention réservé à un public averti. Encore une fois quand c'est sous plastique je ne peux pas vous le montrer mais vous irez voir, il y a quelques images sur notre site internet. Donc dans Murciélago on est vraiment sur de l'enquête, du thriller. On suit en fait une psychopathe complètement folle, complètement tarée,
à qui l'État va offrir d'être graciée de tous ses méfaits passés, à condition qu'elle devienne une tueuse à la solde de l'État. Elle va accepter, puisque c'est pas mal la seule solution qui peut lui éviter la chaise électrique, et on va la matcher avec une jeune fille qui est sur la couverture du tome 2, puis qui va être son binôme, mais qui est le total inverse. Elle est hyper respectueuse des règles, hyper gênée, tout ça. Ça donne un duo assez peu conventionnel. Donc vraiment action, enquête, policier et une bonne dose de scènes assez explicites, assez matures. Donc c'est Murcielago. Un autre titre très attendu qui avait pris du retard et on est bien content de le voir arriver, surtout qu'il est très avancé en anglais, c'est Kaguya-sama, Love is War. Je pense que vous avez encore une fois entendu parler de ce titre-là. Les tomes 1 et le tome 2 sont sortis en même temps. Donc on est vraiment sur de la romance, mais de la romance shonen, avec une espèce de jeu psychologique. On suit en fait deux personnages qui sont Kaguya, puis j'arrive jamais à retenir son nom, Shinomiya, merci, non même pas, Shirogane. Ils ont deux noms comme un peu similaires, fait que là à chaque fois en plein dans ma lecture, je les mixais entre les deux, puis là ça marchait plus, j'étais comme ça, bon bref. Donc Kaguya et Shirogane qui sont dans une école prestigieuse, une école d'élite, puis qui parmi cette élite sont eux-mêmes l'élite de l'élite, parce qu'ils sont issus de familles ultra riches, ils sont super bons à l'école, ils sont super smart, puis ils font partie de la direction du bureau des élèves, et donc ils ont un peu la main mise sur l'école finalement, c'est un peu eux qui décident ce qui va se passer dans l'école. Ils sont adulés, mais ils sont également craints de tous les autres élèves de l'école. Puis ils sont tellement similaires, tellement proches aussi, ils passent tellement de temps ensemble que tout le monde pense qu'ils sont en couple parce qu'ils sont super bien assortis, alors qu'en fait pas du tout, il s'est jamais rien passé entre eux. Mais chacun nourrit secrètement des sentiments pour l'autre, plus ou moins avoués, hein. On s'entend qu'ils se l'avouent pas vraiment, même pas eux-mêmes, et surtout ils ne l'avouent pas à l'autre parce que ils considèrent que ils sont toujours en position de force, ils sont toujours en train de diriger dans tout ce qu'ils font, dans toutes leurs actions, et ils veulent diriger en amour aussi. Alors chacun pense que si il avoue ses sentiments, ben, il va perdre la guerre et c'est lui qui va un peu devenir l'esclave de l'autre. Alors ils vont partir dans un espèce de jeu psychologique de manipulation pour essayer de faire en sorte que ce soit l'autre qui avoue ses sentiments le premier. Donc beaucoup d'humour, beaucoup d'amour et beaucoup de guerre aussi, des espèces d'énigmes de type énigme du Sphinx, vraiment super élaboré pour essayer de faire en sorte que les événements se déroulent comme l'un ou l'autre a décidé. Donc très cool, très drôle, ça tient ses promesses. Ça tient un peu moins ses promesses au niveau du dessin, c'est un petit peu plus faible. On va pas lire ce manga pour admirer les dessins, mais plus pour rire un bon coup, puis essayer de faire en sorte que les deux personnages finissent ensemble quand même. Kaguya-sama, Love is War, tome 1 et 2 sont sortis. Et je continue avec un autre titre beaucoup moins connu, qui était très attendu de notre côté, on en attendait beaucoup, mais qui est peut-être un peu moins connu du grand public. Alors, tiens, je vais pousser ça sinon on verra plus rien, la pile va être trop grosse. C'est Saotome, Love and Boxing. Donc on reste sur de la romance shonen, tome 1 et 2 sortis en même temps également. On voit qu'en ce moment, les éditeurs de manga aiment les couleurs qui pètent, parce que alors j'en ai de partout de la couleur, là c'est comme un véritable arc-en-ciel dans ma bibliothèque. Donc Saotome, c'est le nom de notre héroïne principale, qui est une boxeuse. Alors elle a un physique de boxeuse, elle est très musclée, elle est aussi très grande, très baraquée, elle a un regard très froid, les épaules larges, puis elle a comme un corps trop grand pour elle, ce qui fait qu'elle n'est jamais très à l'aise, elle est toujours un peu comme gênée par son corps. Mais elle est une super bonne boxeuse, puis elle est comme promise à comme participer à une finale très bientôt. Une finale d'une compétition random. Et puis le truc c'est qu'elle est tombée amoureuse de ce garçon qui est pas un peu petit, maigrichon, un peu empoté, pas très, qui a pas l'air au premier abord très intéressant, même si au final il se révèle être un garçon super smart puis intéressant. Et donc elle va lui avouer ses sentiments, lui dire ben, j'aimerais ça qu'on sorte ensemble, puis il dit il a quand même un peu peur d'elle, puis il est gêné, puis il se voit vraiment pas avec elle, donc il commence par refuser. Puis finalement il va apprendre à la connaître, il va se rendre compte que c'est vraiment une bonne personne, puis sous ses airs froids et distants, elle a vraiment un cœur d'or en fait, elle est vraiment adorable, elle est juste gênée par son corps qui est trop grand pour elle. Et donc il va développer des sentiments pour elle, et ils vont se dire bon ok, comment est-ce qu'on fait pour sortir ensemble mais sans que les gens nous voient comme un couple mal assorti et tout ça, fait qu'il faut qu'on garde ça secret. Fait qu'ils vont commencer une relation
mais en essayant de faire en sorte que ça ne brise pas la carrière de boxeuse professionnelle de Sao Tomé. Alors il y a beaucoup d'humour avec deux personnalités très décalées, un couple qui à premier abord n'irait pas du tout ensemble, puis qui finalement auquel on s'attache énormément, donc très très cool, beaucoup d'humour également, puis du sport évidemment, la boxe, et c'est rare de voir des filles boxer, alors c'était quand même cool. Donc Sao Tomé, Love and Boxing. Et je continue avec un light novel, c'est le light novel de Paprika. Alors je pense que l'image vous dit quelque chose, le titre aussi. Paprika, c'est un film d'animation qui est un véritable chef-d'œuvre par Satoshi Kon, qui a déjà quelques années derrière lui. Et ça en fait c'est pas un roman qui a été écrit par Satoshi Kon, mais c'est un roman original qui a inspiré le dessin animé de Satoshi Kon. Donc c'est vraiment l'œuvre inspirationnelle, si je puis dire, l'œuvre originelle. Fait que si vous aimez le film de Paprika, ben n'hésitez pas à aller le lire. Ça va être une série, ça c'est vraiment juste le tome 1 qui est paru. Ça sert à rien que je vous montre, c'est juste du texte à l'intérieur, il n'y a pas d'image comparé à d'autres light novels. Pour ceux qui seraient intéressés à plus en connaître sur l'histoire de Paprika, ben, on est vraiment sur de la science-fiction. On est dans un monde futuriste où il y a un traitement thérapeutique qui a été inventé en passant par les rêves du patient. Fait que les médecins peuvent entrer dans son crâne, entrer dans son rêve, puis régler le problème. Mais ce truc-là en est qu'à l'étape du prototype, puis ce prototype est volé par évidemment des gens mal intentionnés. Alors notre héroïne va, qui a participé à mettre au point cette technologie, va essayer de récupérer le prototype tout en fait naviguant dans les rêves des gens qu'elle va croiser. Donc ça donne quelque chose de complètement déluré. Puis c'est notamment le film Paprika qui a inspiré le Inception de Christopher Nolan. C'est pas peu dire. Donc Paprika, le roman original. Allez, on va aller sur une petite lecture très très mignonne qui s'adresse aux enfants, mais qui finalement c'est tellement mignon que ça pourrait convenir à n'importe qui aime tout ce qui est kawaii. Alors ça s'appelle Fukuneko, les chats du bonheur. C'est aux éditions Nobinobi et ça peut être lu à partir de, mettons, 8 ans là, mais si vous aimez les chats puis les trucs kawaii, franchement c'est juste à tomber par terre. Alors on suit une famille de 3 jeunes, la grande sœur qui est mangaka professionnelle, la petite sœur qui est notre héroïne et le plus petit frère encore qui est un mignon petit garçon très très dynamique. Puis ces 3 enfants ont perdu leurs parents. Alors ils sont un peu livrés à eux-mêmes, puis c'est pas facile financièrement. Puis quand une vieille aïeule éloignée vient à décéder, on leur propose d'emménager gratuitement dans la maison, ce qu'ils vont faire. Donc ils vont emménager dans cette vieille maison, mais pour ça ils vont devoir quitter Tokyo et s'installer dans une petite ville de campagne. Alors ça plaît pas trop aux 2 plus jeunes, mais ce qui va se passer quand ils vont arriver, c'est qu'ils vont tomber sur ce chat qui a l'apparence d'une petite fille. On va apprendre rapidement que dans cette ville, les chats sont à l'honneur, les chats sont les divinités qui règnent, et il y a des chats un peu particuliers qu'on appelle des Fukuneko, qui choisissent un humain et qui s'attachent à lui évidemment et qui sont là pour le rendre heureux, lui apporter du bonheur. Et ça va être le cas de notre héroïne, donc la petite fille, la petite sœur du milieu, qui va avoir ce petit chat à l'allure de petite fille qui va devenir un petit peu finalement son ange gardien. Alors il y a toute une histoire par rapport à ça, c'est assez épisodique comme beaucoup de mangas qui s'adressent plus à des enfants, de sorte que c'est plus facile à la lecture parce qu'on n'a pas besoin de retenir tout ce qui s'est passé avant. Il y a quand même un fil conducteur et c'est autant mignon que très très bien trouvé, puis c'est culturel aussi puisque finalement les japonais et les chats, c'est une histoire d'amour de toujours, là on s'entend. Fait que c'est Fukuneko, les chats du bonheur. Et je reste sur un manga pour enfants, mais alors vraiment très différent, c'est les aventures de Huckleberry Finn, qui fait partie de la collection Les classiques en manga, donc c'est un classique de la littérature de Mark Twain. Huckleberry Finn, c'était un des personnages secondaires dans Tom Sawyer. Et donc Mark Twain avait écrit à la suite de Tom Sawyer un autre livre qui était plus sombre, plus sérieux, avec des thématiques vraiment plus graves. Il avait donc pour ce faire repris le personnage de Huckleberry Finn et il lui avait inventé des aventures. Donc dans ce roman on va suivre les aventures de Finn qui
est un peu réfractaire à l'hypocrisie de la société américaine de l'époque, qui est un peu réfractaire aux principes religieux également, et qui va donc s'enfuir pour vivre des aventures, vivre sa vie telle qu'il entend, puis qui va être amené à fuir avec un esclave noir de la famille, de qui s'était lié d'amitié et qui va être injustement accusé de meurtre. Donc par-dessus, on va avoir le propos de l'esclavagisme et du racisme qui vont venir renforcer le propos du livre, et donc on va suivre notre duo d'amis complètement improbable pour l'époque dans leurs aventures de toute une vie. Fait que c'est vraiment super cool, très intéressant au niveau évidemment des sujets qui étaient abordés, mais ça évidemment on parle de Mark Twain, mais je trouve que l'adaptation manga a été très bien réalisée, on s'ennuie pas, c'est quand même un livre assez épais, là, si vous le faites lire à des enfants, ben, ça va peut-être prendre plusieurs lectures, mais c'est très bien expliqué, très bien détaillé avec des mots simples. Il y a une petite mise en garde de l'éditeur au tout début qui dit que on va utiliser des mots qui sont aujourd'hui connotés comme racistes, mais qu'ils ont voulu garder tout le propos qui avait été mis en avant par Mark Twain. Puis si ces propos racistes étaient utilisés, c'était justement pour les dénoncer beaucoup mieux plutôt que de les censurer. Alors vraiment une très très belle adaptation, c'est les aventures de Huckleberry Finn. Je continue avec un petit shoujo très très feel good qui s'appelle Laisse-moi t'embrasser. J'ai le tome 1 et le tome 2 qui sont sortis en même temps. Dans Laisse-moi t'embrasser, donc on est vraiment sur du shoujo très classique. Si vous avez envie d'une mignonne histoire d'amour qui se prend pas la tête, où tous les personnages sont gentils, et ben il faut lire Laisse-moi t'embrasser. Alors c'est l'histoire d'une fille qui est assez effacée. Ça fait que les gens profitent d'elle et elle se retrouve un peu la bonne à tout faire de tout le monde. Et puis le truc c'est que elle est suffisamment intelligente pour s'en rendre compte, et donc ça la rend très très malheureuse. En arrivant au cégep, elle pensait que ça y allait changer, qu'elle allait avoir une vie d'étudiante pleine de rebondissements, d'amour, de rire, de plein de choses, plein de bonnes choses, puis finalement ça se passe pas pantoute. Jusqu'au jour où, à la plage, parce qu'elle habite dans une ville du sud du Japon, à la mer et tout ça, fait que le côté mer et plage, ça rajoute au côté feel good, hein, on s'entend dessus, surtout en ce moment. Fait que à la plage en fait elle va croiser une gang d'amis, de gars qui s'amusent sur la plage, qui s'éclatent vraiment, et elle va les rejoindre, et elle va en fait sympathiser avec cette gang là, un petit peu être admise dans cette gang, et finalement dans cette gang là il y a évidemment notre personnage principal ici, personnage gars principal, qui est un des garçons les plus beaux de l'école, et qui va, contre toute attente, lui demander de sortir avec lui. Alors ce qu'elle va faire avec joie, et ce qui va bouleverser sa vie, puisque elle va se rendre compte que la vie peut tout de même lui apporter un petit peu de bonheur et un peu de joie. Fait que très très mignon, très bien fait, très bien dessiné, assez classique dans la forme. Si vous aimez les shoujo classiques, vous allez aimer ça, c'est sûr. Ça s'appelle Laisse-moi t'embrasser. Je continue avec un livre un peu exceptionnel, c'est le genre de choses qu'on ne reçoit pas tous les jours. Alors ça s'appelle Be Water My Friend, et c'est écrit par Shannon Lee, qui est la fille de Bruce Lee. Et en fait, elle va nous livrer un roman slash un peu un essai. Il y a un super beau signé qui est inclus avec aussi quelques photos d'archives sur son père, Bruce Lee, sur ses enseignements philosophiques, sur ses enseignements spirituels. Fait que si vous êtes un fan d'arts martiaux, probablement que c'est un livre pour vous. C'est Be Water My Friend. Et un autre roman, celui-là beaucoup plus manga, il était très attendu aussi, c'est le roman de Law, donc One Piece, qui est centré sur le personnage de Law et sur sa jeunesse, en fait. Fait qu'on suit Law quand il était jeune, quand il a été un petit peu livré à lui-même, proche de mourir, et finalement recueilli sur l'île de Swallow. Je vais essayer de vous montrer quelques images, il y en a quelques-unes qui séparent les chapitres, mais assez peu finalement. Donc on va suivre sa jeunesse, on va comprendre qu'il ne doit d'avoir la vie sauve que grâce au fruit du démon qu'il avait avalé, qui est le fruit du bistouri. Et finalement on va revivre ou vivre pour la première fois pour certains d'entre vous certains moments phares de la vie de Law. Et notamment la rencontre de Law avec Beppo, Shachi et Pingouin, la formation de Law pour devenir médecin, l'acquisition du sous-marin Polar Tang, puis la création de l'équipage du Heart. Donc plein d'événements qu'on va pouvoir découvrir un peu plus en profondeur avec ce light novel centré sur le personnage de Law.
Et j'ai une deuxième promotion pour vous aujourd'hui. C'est un livre qui va être à moitié prix, tome 1 qui est ressorti, c'est le Classroom for Heroes. On a également reçu le tome 10 de la série en nouveauté en même temps. Donc moitié prix, donc il est à je crois 6 ou 7 $ pour le tome 1, ce qui permet de commencer la série pour pas cher. Et on est vraiment sur une série de fantasy, école, pouvoir magique, etc. Donc on suit un jeune garçon qui, tout ce qui l'intéresse au tout début, c'est de prouver au monde qu'il est une personne ordinaire. On va bien sûr très vite s'apercevoir que ce n'est pas une personne ordinaire. Bon, il a l'air un petit peu stupide comme ça au début, mais c'est juste un genre qui se donne, vous inquiétez pas. Ce n'est pas une personne ordinaire, bien au contraire, il est ce qu'on appelle un brave, donc un héros qui, dans des temps plus anciens, a sauvé le monde de dragons, je crois que c'était un dragon, en tout cas de monstres sanguinaires, qui mettait la survie de l'humanité en danger. Et aujourd'hui, il est tanné des combats, des morts, de risquer sa vie tous les jours. Et donc, il n'aspire qu'à vivre une vie ordinaire. Et comme il est encore très jeune, il va s'inscrire dans une école où on apprend à devenir un héros, alors qu'il en est déjà un. Et il va essayer de se faire passer pour un élève ordinaire. Mais ça marche pas très bien parce qu'il est beaucoup trop puissant. Alors l'élève la meilleure dans cette école, c'est cette jeune fille ici qui va devenir sa rivale, mais pas que, je vous laisse imaginer la suite, et qui va finalement passer son temps à le défier pour essayer de faire en sorte de prouver qu'elle est toujours la meilleure, même si elle va rapidement comprendre que c'est pas le cas. Donc Classroom for Heroes à moitié prix, le tome 1. Et je continue avec un shonen d'aventure qui s'appelle Elio le fugitif, c'est aux éditions Glénat. C'est très dans la veine de ce que fait Glénat habituellement. Encore une fois, on a le tome 1 et le tome 2 qui sont sortis en même temps. On n'est pas sur un shonen neketsu, on est un petit peu plus mature, un peu plus violent au niveau des combats. Un personnage principal très intéressant, en fait 2 personnages principaux très intéressants. J'ai vraiment dévoré ma lecture. Alors, on suit Elio, qui est un jeune garçon de 18 ans qui est enfermé depuis ses 15 ans dans une prison de haute sécurité, la prison de El Dorado, en Espagne. J'ai beaucoup aimé le jeu de mots, ça m'a fait bien rire. Alors dans cette prison, il se trouve qu'il y a une règle un peu spéciale qui est que si tu mènes des combats entre prisonniers et que tu gagnes 1000 combats, que tu aies tué ton adversaire ou pas, ben, tu peux être libéré sans autre forme de procès. Et notre Elio est un génie du combat et va arriver à battre son 1000e prisonnier et il va donc être libéré après 3 ans d'emprisonnement. Il est bien décidé à profiter de sa nouvelle vie d'homme libre, mais le problème c'est qu'il va tomber sur une arrestation un peu sommaire. Alors c'est la jeune Lara qui a été arrêtée par la garde espagnole, la garde royale, pour avoir tué son père qui est un noble et ultra puissant. Et on comprend rapidement que Lara n'a rien à voir avec le meurtre de son père et qu'il s'agit tout simplement d'un complot visant à la faire accuser à la place du véritable meurtrier. Elio va le comprendre assez rapidement, puis dans sa soif son élan de grand cœur et sa soif de secourir une jeune demoiselle en détresse, ben, il va porter secours à Lara et finalement ils vont s'enfuir tous les deux, ils vont redevenir des fugitifs parce que évidemment elle est censée passer sur le bûcher. Lui, tout le monde pense que c'est un évadé de prison alors qu'il a été véritablement libéré. Fait que finalement ils redeviennent fugitifs avec la garde royale à leur trousse. Leur tête est mise à prix, donc des tonnes de chasseurs de primes vont se mettre à les rechercher, dont la redoutable Déborah. Bref, une vie qui va être assez mouvementée finalement, une vie de fugitif. Et puis ils vont en même temps d'être obligés de fuir, ils vont essayer d'élucider ce qui se cache derrière le complot qui a voulu accuser Lara, et ils vont découvrir assez rapidement dans le tome 1 d'ailleurs, ou dans le tome 2, je me rappelle plus, je crois que c'était la fin du tome 1, ils vont découvrir un terrible secret sur le passé de Lara, je vous en dis pas plus. Donc très très bon shonen, comme vous le voyez, très bien dessiné, découpage des scènes est parfait, vraiment ça se lit avec une fluidité extraordinaire. Par contre, les scènes de combat sont quand même violentes, fait que peut-être pas mettre dans les mains du plus jeune public. Et vraiment une très très belle découverte, c'est Elio le fugitif.
Allez, j'y vais avec un petit guide qui va nous faire voyager. J'ai juste capoté. Ça s'appelle Soul of Kyoto, le guide des 30 meilleures expériences. Puis en fait, c'est pas un guide d'adresse avec des restaurants, des bars ou des boutiques. C'est juste des expériences que vous pouvez vivre en allant à Kyoto. Donc par exemple, aller manger la meilleure pizza de la ville. Auriez-vous pensé, vous, aller manger une pizza en allant au Japon? Non, vraiment pas. Prendre un verre de vin dès le matin. c'est quand même cool. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a d'autres trucs. Attendez, je vais vous retrouver. Je vais en retrouver des cools parce qu'il y en a des vraiment plus cool. Se faire tailler un kimono sur mesure, s'il vous plaît, ça doit quand même être tellement le fun. Il y a un truc sur quel est l'endroit pour aller voir le meilleur coucher de soleil sur Gion. Bref, c'est plein de petites expériences comme ça. Ah oui, les bains publics qui se sont transformés en café. Ça, c'est quand même hot. Moi, j'adore. Bref, comment profiter de la ville de Kyoto à son meilleur. Puis finalement, c'est soit des choses qui peuvent coûter cher, soit des choses qui peuvent juste rien coûter. Puis c'est juste aller voir le coucher de soleil du meilleur point de vue possible. Bref, vous n'avez même pas besoin de choisir. C'est ça qui est le fun. Bref, j'ai envie d'aller à Kyoto, vous l'auriez compris. C'est Soul of Kyoto. Et je continue avec un light novel, magnifique light novel, ce qu'il reste de nos souvenirs. C'est aux éditions Delcourt et c'est la collection Moonlight qui est apparue il y a quelques temps et qui met en scène souvent des shonen, pas toujours des shonen mais assez souvent, shonen plutôt émotifs, avec un côté romance, avec un côté psychologique très fort, puis souvent des sujets assez intenses. Dans ce qu'il reste de nos souvenirs, c'est un light novel, il n'y a pas d'image, fait que je ne... Voilà, c'est ça, je vérifie, mais il n'y a pas d'image, donc je ne vous montrerai pas l'intérieur. C'est un one-shot, assez peu épais, donc une histoire qui se lit assez vite. Très très belle histoire où un gars tombe sur une clé USB, il la ramasse dans la rue tout simplement. Il la met dans son ordinateur pour voir ce qu'il y a dessus, puis il a la surprise de découvrir un testament qui a été écrit par une fille qui a à peu près son âge. Alors il va être curieux d'en savoir un peu plus, il va contacter cette fille-là, et elle va lui expliquer qu'en fait elle souffre d'une maladie qui est de l'amnésie progressive. Alors en fait plus sa vie avance et plus elle oublie les souvenirs, fait qu'elle a toujours un nombre limité de souvenirs qui peuvent rester dans son cerveau et elle en souffre beaucoup parce que elle a des trous noirs finalement à la place de ses souvenirs et elle a cette espèce de peur de l'inconnu, cette peur du vide. Elle a décidé de tout simplement mettre fin à ses jours. Alors ils vont entamer cette relation d'amitié qui va potentiellement changer son destin à elle. Donc on est vraiment sur une thématique un peu à la Your Name ou Kimi no Na wa, que j'ai beaucoup aimé et vraiment une très très belle histoire. Donc ce qu'il reste de nos souvenirs. Et j'en arrive enfin à ma dernière série pour la soirée, c'est la réédition tant attendue de ce chef-d'œuvre qui est Eden, ou de son nom complet Eden, It's an Endless World. Donc vous avez les tomes 1, ils sont gros 2 et 3 qui sont parus en même temps. Magnifique couverture, magnifique édition de la part de Panini. Merci beaucoup messieurs et mesdames de chez Panini, on vous aime pour ce que vous avez fait. Il y a également à l'intérieur des signets collector qui sont différents dans chaque volume. Et puis ce sont des très très belles éditions doubles qui sont seulement à 24,95$. Je dis seulement 24, je sais que c'est cher pour un livre, mais en même temps les éditions sont magnifiques, puis surtout ils sont très très gros, donc vous en aurez moins à acheter. Au final on s'y retrouve financièrement, puis c'est magnifique. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Eden, c'est un magnifique chef-d'œuvre post-apocalyptique des années 90. Qui a été énormément inspiré par Akira, par le travail de Masamune Shirow avec Ghost in the Shell, surtout avec Appleseed. Également, on retrouve des inspirations de Evangelion, de Dragonhead, donc toute cette vague de manga sci-fi post-apo qui faisait fureur dans ces années-là. Dans Eden, une pandémie a décimé une grande partie de la population mondiale. Alors en plus c'est une thématique qui est quand même assez d'actualité, fait que c'est quand même cool. Moi je l'avais lu il y a très longtemps, puis de le redécouvrir en ce moment, ça donne une autre vision des choses, fait que c'est quand même intéressant. Alors cette pandémie a donc décimé une grande partie de l'humanité et on va suivre deux adolescents qui s'appellent Enoa et Hana qui sont naturellement immunisés de la pandémie et personne ne sait pourquoi. Donc ils vont être recueillis dans une espèce de laboratoire qui est en plein air
et qui est finalement leur Eden à eux, leur monde. Tiens, je vais vous montrer les premières pages d'ailleurs où on voit leur lieu de vie, leur Eden, voilà, les premières pages couleurs qui sont absolument magnifiques. Ils ont été recueillis dans cet espace-là par un scientifique génialissime qui essaye de trouver un vaccin à partir de leur ARN. Et puis finalement, ce vaccin n'a jamais réellement fonctionné. Donc ils sont restés là, pensant qu'ils sont les derniers survivants de l'humanité. Il y a quelques autres survivants, mais eux, ils ne sortent jamais de leur Eden. Et puis un jour, cette espèce d'équilibre fragile va être bousculé par l'arrivée de militaires qui vont être en total désaccord avec ce qui se trame dans l'Eden et qui vont mettre fin à leur tranquillité. Puis, passé les premiers chapitres, on va un petit peu faire un saut dans le temps et découvrir un nouveau personnage que je ne vous présenterai pas parce que je veux vous laisser le plaisir de découvrir qui il est par vous-même. Et on va un petit peu sortir de l'Eden et découvrir la vie du monde extérieur. Alors, la robotique est extrêmement présente dans Eden. Il y a des grosses questions philosophiques qui sont abordées. Et Eden fait donc partie, de par la profondeur des sujets abordés, de par la qualité des illustrations, de par la qualité narrative qui est extrêmement bien montée. Il a rejoint le panthéon des classiques manga sci-fi qu'il ne faut absolument pas manquer. Donc il devrait, si vous aimez ce style, il devrait déjà faire partie de votre bibliothèque. Donc tome 1, 2 et 3 sortis en même temps, très belle réédition de Eden, It's an Endless World. Et j'en arrive donc à la fin de mon vidéo nouveauté pour aujourd'hui. Alors comme d'habitude je vais terminer par mes flops et mes tops. Mon flop pour aujourd'hui c'est Murcielago, que je connaissais déjà parce que on a des scènes beaucoup trop explicites par rapport à ce qu'il serait nécessaire de faire dans un tel thriller. Vraiment, on est vraiment sur du fanservice très très intense et je trouve que ça gâche vraiment le plaisir de la lecture et de l'enquête. Et ça sera mon seul flop pour aujourd'hui. Et puis sinon au niveau des tops, alors j'en aurai 4 pour aujourd'hui, j'en aurai 3 excusez-moi. Je vais avoir les aventures de Huckleberry Finn parce que vraiment une adaptation manga très très bien réussie, très explicative et en même temps qui sera jamais lourde à lire. J'ai Elio, le fugitif shonen d'action sur lequel je me suis vraiment éclatée, autant au niveau de du rythme auquel l'action se déroule que du caractère vraiment intéressant des personnages, que du niveau de dessin qui est incroyable. Puis évidemment, vous l'aurez compris, Eden, faisant partie des classiques, est forcément un top, et même je dirais un top de chez top, parce que vraiment c'est une merveille à découvrir et un incontournable. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo encore aujourd'hui. On va se retrouver la semaine prochaine pour plus de nouveautés manga. J'aurai encore beaucoup de stock pour vous, vraiment beaucoup, la fin de ma palette. Et donc je vous dis à la semaine prochaine. Salut!